merci beaucoup Arnaud Desplechin. Je suis vraiment ravie que vous ayez accepté cette interview pour nous parler Amour et haine, qui sera donc le thème de nos prochaines journées nationales de l'école des forums du Champ-Lacagna, le 29 novembre et 1er décembre à Paris. Et on est certain que vous avez des choses passionnantes à nous dire. Sur l'amour et la haine, en tout cas, c'est des chemins qui traversent le cinéma. Donc moi, j'essaie d'envisager que le chemin de ce qui me pratique, de spectateur ou de fabricant de films. Alors justement, je vous disais tout à l'heure qu'on a choisi pour ces journées une référence cinématographique, puisqu'on fait un clin d'œil à un film, La Nuit du Chasseur de 1956. De Charles Laughton. Ouais, exactement. Où Robert... Son film unique, film considéré comme avec The Dead de John Huston comme un des deux plus beaux films de l'histoire du cinéma par Marguerite Duras. Ah, je ne savais pas. Si, c'était ces deux films, enfin, The Dead, l'adaptation de Joyce par John Huston, et donc le seul film de Charles Laughton. Ah, je ne savais pas que Marguerite Duras les avait élus. Et dans ce film, bon, voilà, Robert Mitchum, il a les lettres Love et Hate sur ses mains. Et il joue un personnage dont on sait finalement à la fin pas quoi penser, d'une certaine façon, un personnage ambigu, un personnage qui marie des contraires. Vous vous souvenez, qu'est-ce qui vous est resté de ce personnage qui pourrait incarner Amour-haine, si vous voulez, je vais faire un tout petit détour. C'est il y a ce geste fameux où les deux mains se nouent, et donc on voit l'amour et la haine comme des contraires. Oui. Et pour moi, c'est plus un film sur la terreur, l'ambiguïté. Elle vient pas tellement, à mon avis, du personnage de Mitchum. Est-ce qu'il hait ses enfants, ou est-ce qu'il les aime d'une manière monstrueuse comme un ogre? Elle viendrait plutôt, je la regarderais plutôt du point de vue des enfants. C'est est-ce que les enfants aiment cette figure très séduisante qu'est Mitchum et terrifiante, ou est-ce qu'ils le haïssent? Et ils ne savent pas eux-mêmes s'ils l'aiment ou s'ils le haïssent. Et donc ils reçoivent quelque chose plus qu'ils ne donnent. C'est pas s'ils lui donnent de l'amour ou donnent de la violence, c'est est-ce qu'eux reçoivent ça, c'est la fascination. La fascination, le fascinum, ce serait la terreur. Donc pour moi, c'est plus un film sur la terreur. Quand vous venez d'arriver, je vous disais, on va en finir par Bergman. Alors je vais commencer par Bergman. C'est que il me semble que pour moi, dans les films, l'amour et la haine ne sont pas des contraires, c'est des passions. Je pense à Spinoza ou à Nietzsche, aux passions tristes ou aux passions curieuses. C'est curieux parce qu'on en est... J'arrive pas... Je parle pas en termes analytiques, mais j'arrive pas à en être le sujet. Quand je me vois là pris d'un coup de foudre, je suis l'objet de ce coup de foudre. Ça vous arrive? Bien sûr, je me déteste de ne pas contrôler, je ne contrôle plus, quoi. La haine vient me déborder aussi. Alors est-ce que c'est des affects qui seraient comparables dans le sens qui nous débordent, et qui débordent notre volonté, qui nous privent de notre volonté? Et moi, je pense par rapport au film de l'automne, à La Nuit du Chasseur, ce qui me fascine, c'est que c'est en quoi les deux sentiments ne sont pas complémentaires. L'un n'est pas l'inverse de l'autre. Oui. C'est des dimensions pleines de la vie. Alors je pense à Bergman, parce qu'il se trouve, c'est pour moi cette cinéaste qui aura révélé ça, il se trouve que nous pouvons avoir de la haine en nous, ou un autre mot qui pourrait être pour moi synonyme, c'est de l'amertume, des sentiments dont on a honte de les éprouver. C'est une partie de la vie. Alors Bergman, il a su accueillir ça dans des tas de films très vite. Je peux penser aux couples qui se haïssent dans Scène de la vie conjugale, je peux penser aux couples qui se haïssaient déjà, qui s'appelaient pareil les Vergers russes dans Les Fraises sauvages, etc. C'est un motif. Je peux penser à L'œuf du serpent, je peux penser à des tas de films comme ça, où la question de la haine est très très présente, et il essaye d'accueillir en disant, alors c'est pas un sentiment glorieux,
Mais ça arrive. Oui. Ça arrive à un être humain d'être pris, saisi par la haine. Saisi par la haine. Mais la haine, ça vous apprend rien. Ça vous apprend rien. Vous êtes pris dans une espèce de folie. Et je pense que... Alors, je n'ose pas comparer mes films à ceux de Bergman, mais est-ce que humblement, j'essaie de voir à travers mes films, c'est comment l'amour, qui a un sentiment, on a l'impression qu'on ne le contrôle pas, pour moi c'est un mode de connaissance. C'est quand on arrive à en faire quelque chose, on arrive à connaître mieux le monde qui nous entoure, etc. Donc on récupère, on redevient un sujet par ce biais de la connaissance. C'est-à-dire qu'on est épris, donc on est débordé par la puissance des sentiments qui nous habitent, et pourtant ces sentiments nous enseignent. Ils nous enseignent le monde qui nous entoure, ils nous enseignent une forme de connaissance de soi. Je pense à 2 films que j'ai faits, Comment je me suis disputé ou L'aimer. Et tout d'un coup on se dit, bon voilà, maladroitement, en méconnaissant l'autre, malgré tout, est-ce que j'aime ou est-ce que j'ai été aimé, j'en sais rien, mais enfin j'ai eu connaissance d'autrui. Tandis que la haine, ça me prive totalement de la connaissance d'autrui. C'est un sentiment qui tourne en boucle comme ça. Alors c'est des affects très puissants, mais il ne me semble pas qu'ils soient, comme Mitchum le fait, qu'ils soient pas, l'un n'est pas le contre-champ de l'autre. Oui. Alors, ça me faisait penser à votre façon d'aborder les affects comme quelque chose qui vient de l'extérieur et qu'on pourrait subir, Ça me fait penser que Lacan disait des affects qu'ils avaient une touche de réel, c'est-à-dire effectivement quelque chose qui touche au corps, qui affecte le corps et qu'on ne peut pas contrôler. C'est-à-dire dans la haine, on peut avoir tout d'un coup le cœur qui palpite, devenir rouge ou tout blanc, ou quelque chose, ou avoir les yeux qui se rétrécissent ou qui s'agrandissent. Et dans l'amour aussi, il y a des manifestations corporelles de l'affect. Le tremblement, la voix qui fausse, le rouge aux joues. De perdre sa voix, ou d'avoir la voix qui part dans les aigus. Enfin, il y a toute effectivement quelque chose du réel qui est toujours un peu insaisissable, qui est toujours incontrôlable, qui nous échappe et dont on est parfois plus encombré qu'autre chose. Oui, on est encombré par les 2 sentiments, on est encombré. Mais il y en a un où on a quelque chose à gagner, c'est l'amour, et l'autre on perd toujours, qui est la haine. Il y a une autre position où le film de l'automne est fascinant. C'est une expérience, c'est une question que je me pose plus qu'une assertion. C'est que la haine, il y a ce sentiment très étrange de haïr quelqu'un, c'est un sentiment très étrange. Il y a un autre sentiment qui est très étrange, c'est d'être haï. Oui. C'est un sentiment qui est très étrange et qui est vraiment bizarre à filmer. Je pensais dans un conte de Noël, on voyait Anne Consigny, comme ça, qui est pleine de haine contre son frère, et elle est devant François Regnault au tout début du film, et elle dit je le hais, je sais pas pourquoi. Et elle est dans cette passion triste comme ça. Et alors si vous regardez du point de vue de Mathieu Amalric, qui est l'homme haï, l'autre la hait, le hait follement, il dit mais pourquoi pourquoi Mais la haine se nourrissant d'elle-même, il y a une espèce de vertige et jamais de réponse ne sera satisfaisante, ne sera apportée à cette question de cette haine motivée de la sœur pour son frère. On ne saura jamais, sauf sur une scène de théâtre où il y a les enfants qui rejouent la haine ancestrale entre l'oncle et la tante, et ils disent pourquoi il doit être puni, parce qu'il a couché avec une bique. Alors c'est un truc sexuel comme ça, et donc on lui coupe un bras, et le prince fut puni, etc. Donc la haine ne s'explique pas vraiment, quoi. Elle s'explique pas vraiment. Il y a une jouissance et qu'on voit mieux quand on est haï que quand on est soi-même. C'est on voit bien quand on est haï que l'être haineux jouit de lui-même. Ce qui est déprimant et excitant dans la question de l'amour, c'est qu'on jouit jamais. Jouer, c'est toujours promis, mais c'est toujours repoussé, quoi. On n'y arrive jamais, quoi. Mais dans la haine, il y a cette satisfaction comme ça de pouvoir jouir. Alors quand vous êtes l'objet de la haine, c'est vraiment terrifiant, quoi. C'est quelque chose qui est terrifiant. C'est cette jouissance que vous ne pouvez pas stopper. Et jouissance qui vous vise dans votre être.
c'est pas seulement une jouissance de l'ordre d'un savoir ou d'une dialectique possible, c'est-à-dire ça vous vise vous comme être là. Oui. Donc effectivement ça c'est un côté terrifiant, c'est-à-dire on pourrait disparaître. D'ailleurs, bon, il y a des événements historiques qui l'ont démontré. Je pensais à ça, bien sûr. Je pensais, c'était dans la nouvelle revue de psychanalyse, un numéro qui était très mémorable, pour moi, qui a beaucoup compté, qui était l'amour de la haine, sur différentes formes de sexualité, sur la question de la torture au Chili, sur des choses comme ça. Et c'est dans ce numéro où j'avais trouvé juste après avoir vu Shoah de Lanzmann, où j'avais vu la première longue interview de Claude Lanzmann, qui parlait de cette question de la haine, de la haine polonaise ou de la haine allemande, qui parlait de cette question de la haine. Et c'était par alors moi j'étais un spectateur encore étourdi par le film, puisqu'il m'aura fallu des décennies pour être capable de penser à ce que j'avais vu dans Shoah. Voilà, c'était le premier article qui me disait, bon voilà, t'étais pas fou, t'as bien vu quelque chose au cinéma, et maintenant essaye de le raisonner, quoi. Et en fait, c'est ces gens qui sont ivres de. Dans la question de l'amour, c'est que quand vous êtes aimé, quand tout d'un coup votre amour est payé de retour, alors là vous pouvez connaître un moment d'ivresse. Heureusement c'est rare. Heureusement c'est rare. Mais ce moment d'ivresse, il n'est pas vôtre, puisqu'il est donné par autrui. Tandis qu'il y a donc il vous échappe tout de suite. Il vous échappe immédiatement que vous l'attrapez, il vous échappe puisqu'il vous est donné. Puisque vous êtes aimé, vous voilà, sachez Stendhal, etc. Je suis aimé. C'est formidable, on danse sur la table, etc. On est ivre de soi. On est ivre de soi grâce à l'autre. Et dans la haine, on n'a pas besoin de l'autre. On n'a pas besoin du tout, puisque on peut jouir en réifiant la personne à côté. C'est pour ça que je ne vois pas les deux sentiments comme complémentaires. Ou symétriques. Voilà, je ne vois pas de symétrie entre les deux sentiments. Et comment faire pour accueillir c'est pour ça que Bergman aura été si important dans ma vie, pour dire, voilà, je ne suis pas habité que par des sentiments nobles. C'est pas vrai. J'ai des sentiments qui traversent mon corps. Vous parlez des manifestations du corps. Il y a une métaphore qui est souvent filée, une métaphore, je ne suis pas sûr que le terme soit exact chez Bergman, qui est la question des toilettes, la question de devoir aller, la question des diarrhées, la question des coliques, la question. Il y a beaucoup de scènes comme ça chez Bergman, etc. C'est-à-dire que je pense à Céline, il y a quelque chose qui est évacué, qui à un moment où le corps n'est pas glorieux, quoi, où le corps tout d'un coup est déchu. Et il faut savoir accepter ça. Il faut savoir accepter le fait que notre corps n'est pas glorieux tout le temps, qu'il a des moments humbles. Et de la même manière, notre corps il est affecté par des passions qui ne sont pas nobles. Alors comment faire pour être un être humain à peu près décent avec cette question de l'amertume? C'est ça qui est difficile à faire au cinéma, quoi. Avoir un bon héros, vous voyez, qui puisse accepter sa petitesse, son amertume, et pas... Il y a un cinéaste de la haine que j'aime pas du tout. Je vais me faire énormément d'ennemis, désolé. C'est Piala. Oui. Vous voyez, qui a travaillé très très fort cette question de la haine. Je pense à Nous ne vieillons pas ensemble, ni le film Un loulou, etc. Le soleil. C'est vraiment... Comment le soleil. Sous le soleil de Satan. Sous le soleil de Satan, oui. Qui est encore différent parce que c'est une adaptation. Mais vraiment, il y a une... Alors, chez Piala, comme chez Céline, il y a cette idée qui me met en colère. Il y a cette idée que la haine ou l'amertume, qui pour moi sont synonymes, c'est le moment ultime de vérité de l'être humain. C'est là où quand il atteint cette limite-là, là vous touchez l'os. Il sait quelque chose sur lui-même. Hein. Voilà, il sait quelque chose sur lui-même. Celui qui est. Voilà. Oui. Et alors le moment où le personnage rejoint son amertume et dit « je te vomis », se comporte comme un porc avec sa femme, ou la femme avec son mari, etc. Que voilà, chez Céline, c'est la scène fameuse, dans je ne sais plus quel moment, où tout le monde vomit sur le bateau qui les conduit, etc. Alors, quand le personnage vomit, ou à la diarrhée, à ce moment-là, il est vrai. Et pour moi, et ce que j'adore chez Bergman, c'est qu'il ne dit pas du tout ça. Il dit ça arrive à un être humain de vomir, ou de haïr, ou d'avoir une diarrhée, ça lui arrive. Mais la vérité n'est pas là. C'est une part de la vérité, mais c'est qu'une petite part de la vérité. Et c'est en ce sens-là que je trouve que Bergman est très très différent de Piala, c'est que j'aime pas l'idée que la haine serait le fin mot de l'être humain. Voilà, c'est cette idée-là, contre cette idée-là que je fais des films.
Alors vous êtes freudien. Parce que Freud, avant Lacan déjà, disait que le sentiment est trompeur. D'ailleurs, sentiment. Il y avait ce jeu de mots de Lacan sur le sentiment qui ment. Parce qu'en fait, l'affect, il est articulé à une représentation, mais cette représentation, ou ce signifiant, ou cette cause, entre guillemets, peut être refoulée. Par contre, l'affect y reste, donc il va se déplacer, il va s'accrocher à une autre représentation, une représentation qui est là, de passage, une rencontre, un signifiant, une personne, un trait d'une personne. Et donc, en fait, l'affect, si on le suit, il est trompeur, puisqu'il se détache de ce qu'il a provoqué, et il se marie finalement avec une autre représentation. Et donc Freud disait ça, il disait l'affect est trompeur, il faut pacifier. Et il faut pacifier, mais parce que vous disiez, on a parlé beaucoup de la haine, il y a l'amour. Alors l'amour c'est très étrange, hein. Je repense il y a plein d'images. Je pense au séminaire sur le transfert, cette image de la main qui se tend vers la fleur, la main qui se tend vers la pomme, la main qui se tend vers le feu. Et voilà que la main qui se tend devient elle-même feu, devient elle-même pomme, devient elle-même fleur. C'est une image qui est très puissante. Et, bien sûr, vous accrochez à un détail, un punctum, disait Barthes, les Lacan disaient un objet petit A, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, vous accrochez un battement de cils de Béatrice, vous accrochez à... Et alors vous voilà parti sur les chemins d'amour, mais il y a quelque chose, je pense qu'il y a quelque chose à gagner dans cette illusion. C'est pas, vous dites bien que c'est une illusion. Il y a un texte qui m'émeut particulièrement, qui est dans la version longue des Fantômes d'Ismaël, qui est un texte de Lacan que Laszlo Záboly, qui est une adresse aux analystes. Vous êtes toujours trompés. Les gens que vous avez cru aimer, vous les avez manqués. Oui. Parce que vous avez voulu les considérer comme des sujets. Vous les avez renvoyés à leur liberté de sujet. Et dit, mais vous auriez dû les aimer comme des objets dont on apprécie le poids, le goût, la substance. Et d'arriver à aimer quelqu'un comme une pomme. D'arriver à aimer quelqu'un en disant, voilà, j'aime bien parce que j'aime bien la rondeur de tes joues. Ça me suffit. Ça suffit à légitimer. Est-ce que c'est une illusion ou est-ce que c'est un mode de connaissance? Oui, et alors, ça suffit à légitimer l'amour, donc je ne t'en demande pas plus. Je ne te demande pas de savoir quelque chose sur moi. Je ne te demande pas de m'apporter ce qui me manque. Je ne te demande pas de me voir aimable dans ton regard. Juste je t'aime parce que tes joues me font penser à ton goût, ta substance. Voilà, c'est juste ça. Mais il y a un vertige, parce que pour moi, c'est que des questions de objet-sujet, objet-sujet. Quand est-ce qu'on a plaisir à être l'objet, quand est-ce que, au contraire, on voudrait régner sur soi-même et être le sujet de soi-même. Alors, c'est là où la haine est une illusion profonde, beaucoup plus profonde que l'amour. Alors que le lieu commun énoncé par Piala voudrait que l'amour est une illusion, que les amoureux sont bêtes, on sait bien, les amoureux sont naïfs, etc. Alors par contre, celui qui est, celui-là, il a une connaissance, une acuité, il est dans le vrai, etc. C'est pas vrai du tout, c'est pas vrai du tout. Parce que l'illusion, c'est que quand vous éprouvez de la haine, vous avez, je parlais de cette griserie de la haine, vous avez la griserie de vous reconnaître comme sujet. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes l'objet de cette passion triste. Mais vous avez l'illusion, tout le monde a vécu ça, quand vous haïssez quelqu'un, d'un coup vous avez l'impression de vous appartenir à vous-même. Alors que c'est le début de ne plus vous appartenir à vous-même. La question de la destruction des Juifs est centrale, bien sûr. C'est ce qui fait de vous un sujet. Et ça, pour moi, c'est une illusion. Ça, pour moi, c'est une illusion. C'est sur un plan philosophique, mais pas que sur un plan philosophique, sur un plan cinématographique. C'est qu'on filme des acteurs et tout ça, alors on dirait, est-ce qu'il doit tout savoir, ce qu'il sait de son personnage, etc. Bien sûr que non, qu'il est l'objet, les dialogues, ils passent à travers lui, il ne sait pas bien ce qu'il dit, il ne sait pas bien ce qu'il éprouve et tout ça, il ne cesse de
de ne pas s'appartenir. Et c'est ça qui est beau dans une belle performance d'acteur, c'est que c'est plus vaste que ce que l'acteur est capable de penser. Un grand acteur, il sait laisser passer à travers lui des sentiments dont il ne sait même pas qu'il les éprouve. Et vous, dans la salle, vous le regardez et tout d'un coup, vous les éprouvez. Il vous les a offerts comme ça, il n'est qu'un passeur, il n'est que l'objet. Il n'est pas sujet il n'est pas de sujet. Des affects qu'il est en train d'offrir d'une certaine façon. Il abandonne, il dépose ça. Et l'illusion qui est très dangereuse, c'est ce moment où la personne est persuadée qu'elle se constitue en sujet. En vous écoutant, c'est vrai que ça éclaire quelque chose pour moi de la haine, parce que je saisis bien comment, dans la demande d'amour à l'autre, il y a effectivement une forme d'illusion qui est que l'autre va pouvoir m'apporter quelque chose qui me manque et que grâce à ce que l'autre va me donner, je vais me compléter comme sujet. Et donc je vais être en fait enfin un sujet plein, entier, etc. Sauf qu'évidemment, ça n'arrive jamais. Donc ça rate. Mais effectivement, quand ça rate, la haine peut être là en embuscade. Et du coup, prenant acte du ratage de l'amour, la haine effectivement se retourne sur le sujet et le constitue, alors dans une illusion, comme sujet. Oui, en vous écoutant, c'est cette idée qui me vient, qui effectivement est intéressante, ce retour de la haine, puisque la demande d'amour s'avère décevante ou s'avère ne pas être si satisfaisante. D'ailleurs, Freud avait beaucoup de mal à articuler amour et satisfaction. C'est intéressant aussi de voir qu'il a essayé de les séparer, c'est-à-dire qu'il a mis la vie amoureuse d'un côté, la vie pulsionnelle, la satisfaction pulsionnelle de l'autre, et puis il était là, j'imagine qu'il était là, et à se dire, mais comment quand même ils s'articulent ensemble. Et il avait trouvé le narcissisme, c'est-à-dire justement le moi, le sujet qui se croit moi, quelque chose qui peut articuler les deux. C'est intéressant de le repérer là dans ce que vous dites. Moi je suis, vous voyez, il y a un philosophe du cinéma philosophe du cinéma, je sais pas, mais qui est américain, qui est Stanley Cavell, qui écrivent autour de ça et qui est profondément sceptique et qui dans ce sens-là est musicien wittgensteinien, qui est profondément cartésien, c'est-à-dire que la chose qui lui semblait le plus saugrenue, il écrit beaucoup sur les comédies de mariage, sur les mélodrames, il écrit sur tout genre de films américains, époque, pas que américains, mais évidemment la chose qui lui semble saugrenue et le péché d'orgueil, c'est le péché de je croire que je suis un moi. Évidemment que je commence par une faillite. Il commence à penser philosophique par une faillite, c'est-à-dire je ne crois pas à ma propre existence. Et c'est là où l'amour est un mode de connaissance, c'est que l'amour, alors je ne crois pas à mon existence, mais vraiment d'une manière aussi simple que dans les méditations métaphysiques, c'est qu'est-ce qui me prouve que je suis réveillé et pas endormi? Rien. Alors, bon, cogito ergo sum, tout ça, il y a plein de trucs, mais il y a un autre truc qui n'est pas dans Descartes et qui est dans le cinéma, c'est tout d'un coup, je ne suis pas moi, je ne suis que une illusion, je ne suis pas sûr de mon existence sur Terre, je ne suis pas sûr que je connais autrui, même quand j'aime quelqu'un, je ne fais que le méconnaître, etc. Et pourtant, dans mon corps, ce tremblement de la voix que vous évoquiez, ce glissement, je suis en contact avec quelqu'un. Alors c'est très peu, puisque je n'ai pas connaissance d'autrui. Bien sûr que je suis enfermé dans mes préjugés, dans la façon dont je recouvre l'être aimé de déguisement, d'oripeaux, etc. Mais quand même, je ne suis pas seul au monde. Je ne suis pas seul au monde, et le tremblement de mes mains ou le tremblement de ma voix m'enseigne qu'il y a quelqu'un en face de moi. Quelqu'un que je méconnais, mais que je peux recomposer par des détours intellectuels, et ça. Et ça, c'est fascinant à regarder, c'est absolument fascinant. On voit dans, je sais pas, Indiscrétion de Georges Cukor, Katharine Hepburn divorce de Cary Grant et tout ça, elle dit de toute façon tu m'as jamais comprise, et bien donc tu ne m'as pas aimé, etc. Et puis peu à peu en recomposant à travers deux autres expériences qu'elle a avec deux autres hommes, etc. Elle dit bon ben, il n'a fait que me mécomprendre, c'est déjà pas mal quand même. Et alors tout d'un coup il y a un petit progrès, il y a une petite science qu'on apprend sur l'existence d'autrui, alors que Makache, avec la haine, vous n'apprenez rien sur vous, mais vous avez cette illusion
que vous existez. Donc avec l'amour, on peut apprendre l'ignorance d'une certaine façon. Oui. Mais l'ignorance, c'est une forme de savoir. C'est savoir le non-savoir. Je ne sais pas. Oui. Et donc, c'est vrai qu'il y a une forme, dans l'ignorance, il y a quelque chose de positif. C'est une passion aussi pour Lacan. Hein. Les 3 passions, c'était amour, haine et ignorance pour Lacan. Mais dans l'ignorance, effectivement, on peut aussi gloser sur le fait que la passion de l'ignorance est quelque chose de vraiment pas sympathique. Et alors pourquoi toutes ces créations artistiques, etc. Mais dans l'ignorance, il y a quelque chose, il y a quelque chose quand même d'un petit trésor comme ça, je trouve, qui est le savoir du non-savoir. Et alors peut-être que ça s'articule là. Dans l'amour, repérer l'autre, il ne va pas me comprendre. Voilà. Et à un moment, c'est pas ça qui est en jeu. C'est une belle question, ce que vous dites, ça m'évoque une question qui est très très belle dans un film, et je cherche dans des films de Truffaut si cette question-là, si elle est parfois énoncée, mais je ne la retrouve pas. Et pourtant, tous les films de Truffaut parlent que de ça. Si vous avez 2 amoureux et l'un dit à l'autre, tu penses à quoi ? Oui. C'est atterrant de demander ça. Comment tu ne le sais pas ? Mais comment tu ne le sais pas ? Et te le dirais-je, tu ne le comprendrais pas. Mais en même temps, c'est très très beau, parce que cette inquiétude, cette ignorance, je ne sais pas à quoi tu penses et je ne le saurai jamais, c'est un petit pas vers la connaissance. Oui. C'est au moins j'apprends qu'il y a de l'autrui en face de moi, quoi. Alors que quand je hais quelqu'un, oui. Non, je perds ça. Je perds ça. Ça fait penser que l'ignorance, c'est le moteur de la cure analytique. C'est-à-dire, parce que il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, parce qu'il y a quelque chose dont on souffre, mais dont on est ignorant de la cause, mais dont on est ignorant de la logique, dont on est ignorant de pourquoi ça m'arrive à moi, ce truc qui ne me convient pas. Et c'est en fait cette ignorance qui pousse à l'analyse. Donc c'est un moteur. Effectivement, c'est un moteur qui peut s'enrayer peut-être à un moment où on a l'impression que le savoir se dérobe entièrement et qu'on n'arrive à rien attraper, même pas peut-être le non-savoir. Oui, on est agile. Oui. On n'agit pas, à un moment on se dit, merde, je suis agile. Évidemment, en regardant à l'intérieur de moi, tout seul, je n'y verrai rien. Ma raison ne m'aidera pas à grand-chose, puisqu'il y a des tas de choses d'explications très raisonnables au fait pourquoi on est malheureux, pourquoi, etc. Bien sûr, parce qu'on cherche du travail, parce qu'on n'a pas d'argent, parce qu'on vient de se faire lourder. Il y a plein de raisons très très objectives, etc. Mais elles ne suffisent pas. Oui, ça suffit. Elles ne suffisent pas. Alors le moment où on trébuche sur quelque chose qui ne suffit pas, qui est plus vaste que ça, on se dit je suis agi. Et dans les 2 cas, dans les 2 passions, l'amour et la haine, on est agi. Mais de façon, pour moi, comme je dis, c'est un point de vue très différent. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une sortie beaucoup plus digne dans l'amour que dans la haine. De cette... Oui, mais regardez, je pourrais retourner, mais je pense avec un esprit de fiction, de cinéma, on pourrait tout à fait retourner votre phrase en disant, voyez, c'est bien connu, vous disiez de dignité, c'était le mot que vous utilisiez, évidemment qu'on est totalement indigne quand on est amoureux, et le nombre de conneries qu'on peut faire, c'est qu'on se vautre par terre, il suffit d'être pas aimé pour faire cette expérience dure, mais délicieuse, vous voyez, évidemment qu'on perd toute dignité dans l'amour. Alors par contre, le sujet haineux, vous voyez, il a l'impression... il a l'impression d'être digne. Bien sûr. Et c'est là où je pense qu'il y en a un qui est vraiment ces 2 passions, on est... Alors ce qui est curieux, je reviens dessus, mais sous forme de question, c'était ce que vous disiez, c'est que le corps est affecté de la même façon par ces 2 passions, qui sont pourtant si dissemblables, et pourtant les symptômes sont quasiment les mêmes. La voix qui fausse, et vous haïssez quelqu'un, vous voulez lui hurler dessus, et tout d'un coup vous prenez à surprise. Votre voix monte, et vous ne savez pas pourquoi, vous êtes... Alors, c'est très curieux que les symptômes physiques soient les mêmes pour 2 manifestations sur 2 passions qui sont à ce point-là différentes. Le tremblement, les oreilles qui deviennent rouges, le sentiment d'être tout chaud ou glacé au contraire, c'est très très bizarre.
Alors c'est pour ça, oui c'est vrai, c'est bizarre, et c'est pour ça que le passage par la fiction n'est pas seulement essentiel, mais obligatoire. D'ailleurs, vous l'avez dit pour Un conte de Noël, que la haine de cette sœur pour son frère, qu'elle n'explique pas, qu'elle ne peut pas expliquer. C'est pas qu'elle ne veut pas l'expliquer, c'est qu'elle ne peut pas se l'expliquer à elle-même. Donc elle ne peut pas l'expliquer aux autres, ni même aux frères haïs. Mais cette haine a un début de résolution par le théâtre, à l'intérieur, enfin, par une mise en abîme. Ouais, et Lacan disait que la fiction, il disait la vérité à structure de fiction, une phrase très intéressante, c'est-à-dire que effectivement il y a quelque chose de réel dans le corps affecté, mais qui peut complètement tromper sur ce qui est ressenti et pourquoi c'est ressenti. Est-ce que c'est de la haine, est-ce que c'est de l'amour, puisque ça a les mêmes symptômes corporels, et qu'est-ce qui le cause, qu'est-ce qui l'origine. Et à partir de là, on va rentrer dans une quête de vérité qu'on ne va jamais atteindre, la vérité inédite, la vérité inatteignable, mais par contre seule la fiction permet de m'y-dire une vérité. Oui, j'ai trouvé que c'était très la fiction, ça permet ça, c'est pour ça que les films c'est super. Oui. On peut m'y-dire des trucs, on voit, on reconnaît, on voit des traces de vérité, ou des dépôts, ou des ombres, ou des traces, disait Bazin, il y a la trace de quelque chose. Les premières, j'aime bien cette trace, c'est de la fiction. Alors ce qui me fascine dans le cinéma, c'est que c'est de la fiction, mais c'est pas comme le roman, c'est que l'outil principal du cinéma, c'est le réel. Et le réel, il fait une trace, et cette trace, c'est de la fiction. Alors Bazin, le théoricien du cinéma, avait l'audace de comparer en disant que le début du cinéma c'était le Saint-Sulaire. Il y a une trace sur un drap. Alors est-ce que c'est le Christ? C'est loin d'être sûr. Est-ce que c'était... Enfin, il y a quand même une trace. C'est une trace photographique. Et cette trace, elle fait fiction, quoi. Il y a quelque chose s'est imprimé. On ne sait pas bien ce qui s'est imprimé. C'est le mi-dire, quoi. On ne sait pas bien ce qui s'est imprimé. Et alors d'arriver à faire... C'est pour ça que c'est si passionnant sur les affects. C'est d'arriver avec des acteurs vrais, dans des décors vrais, avec cette vérité photographique, et qu'il y a du vrai qui s'est imprimé, vous faites de la fiction. Ça, c'est ça qui m'enthousiasme. Vous voyez, c'est comment se noue de manière indissociable. Je vais prendre un exemple simple, les premiers films des Frères Lumière, c'est des films documentaires, c'était pas là. Le train qui arrive dans la gare, oui. Alors vous voyez un train, c'est un vrai train. L'image est très primitive, elle est en noir et blanc, elle est très granuleuse, elle est très contraste, on voit pas très bien les détails, etc. Les caméras sont encore floues. Mais enfin, un train est bien passé dans cette gare, etc. Et alors vous prenez de la réalité et vous la projetez. Et quand vous la projetez, il se passe cette opération stupéfiante que seul le cinéma peut, c'est que ça devient de la fiction. Oui. C'est que le train, c'est un minotaure, c'est que le train, c'est un rapport sexuel, c'est que le train, je pense au train à la fin de North by Northwest qui rentre dans le tunnel et qui vient métaphoriser le fait que enfin les deux héros couchent ensemble, Eva Marie Saint et Cary Grant, et voilà, c'est que ce train devient, un minotaure, un objet de mythologie. C'est une terreur où aussi vous pouvez regarder les figurants, enfin les passants qui passent, et ça devient un bout de documentaire proustien sur ce que ça pouvait être une gare à l'époque, etc. C'est que tout d'un coup cette trace de réel déborde d'histoires, d'intrigues, d'anecdotes, de fiction qui ne sont pas la vérité, donc vous n'apprendrez pas la vérité absolue avec les trains, mais tout d'un coup cette image de train projetée, elle rend comme rend de l'eau, elle rend de la fiction, quoi. Elle provoque de la fiction. Et c'est ça, ce tressage entre un art qui est basé sur le réel, comme disait Panofsky, que le réel est l'outil ultime du metteur en scène, et pourtant le résultat produit, pour vous qui êtes dans la salle, c'est de la fiction. Oui. Et ça, c'est hyper lacanien. Donc c'est fictionner le réel. Oui, il y a un truc, un nœud là qui se passe, qui est fascinant. Ça me fait penser au théâtre, parce que vous avez mis en scène une pièce il n'y a pas si longtemps. Sur la haine. Oui. Sur la haine. Et
Et je vais, je peux le dire maintenant, ça vient du public, je vais refaire une pièce de théâtre cet automne, et autour d'une figure de haine aussi. Oui. Pas de figure d'amour, comme j'ai fait au cinéma, qui est autour de la figure de Roy Cohn, dans Angels in America de Tony Kushner, qui était cet avocat, qui fut l'avocat de Trump quand Trump fut élu, qui était juif, homosexuel, antisémite, homophobe, raciste, d'extrême droite, et qui était l'âme damnée de McCarthy, et c'est une pièce sur les années 60, etc. Et il y a cette figure flamboyante de haine, un personnage qui dégorge, l'homme qui a fait condamner à mort Ethel Rosenberg, etc., qui dégorge la haine. Alors, le théâtre peut-être peut mieux montrer ça que le cinéma. Peut-être le cinéma ne s'est montré ultimement, à mon sens, que le fait que l'amour est une forme de connaissance. Et le théâtre, eh ben, il a cette capacité dingue de montrer comment ça fonctionne de la haine, quoi. Donc la haine, elle est moins... elle nécessite une présence réelle? Peut-être. Mais pour moi, parce que ça a trait avec la fascination, quoi. Ah oui, c'est ce que je disais sur la figure de Mitchum. Ça a trait avec la fascination. Vous êtes sidéré par la haine quand vous en êtes l'objet, mais vous êtes sidéré par la haine que vous éprouvez quand vous en êtes le sujet. Alors c'est intéressant aussi ce personnage qui marie les contraires, c'est une alchimie des contraires. Homosexuel, homophobe, juif antisémite. Et donc c'est ça qui fait son unité. Finalement, je suis en train de me dire, il se fait un moi très consistant. Ah oui, là il consiste. Ivre de lui du début à la fin de la pièce, c'est un méchant à la Richard III, c'est un super méchant, quoi. Le théâtre montre hyper bien. Et ça fait plaisir quand même. Ah bah oui, évidemment. Richard III, oui, Richard III. C'est formidable, il fait l'autre des plaisirs et tout ça, qui pointe. Je pense au film de Al Pacino, Looking for Richard, où on voit le plaisir que Pacino a à jouer des méchants comme ça. Oui, le théâtre est une super bien méchant. C'est-à-dire cette fascination qui finalement aussi, peut-être comme les enfants de la nuit du chasseur, vous emplit aussi de quelque chose qui vous fait exister, qui vous fait vous sentir peut-être... ça efface nos peurs, on est comme les enfants dans le film de l'automne. Oui, de voir le méchant peint en méchant, ça soulage. Oui. Et D'ailleurs, moi, il y avait une scène qui m'avait frappée dans ce film, c'était à la fin du film, c'est quand le petit garçon tape sur le tueur, enfin Robert Mitchum, avec la poupée pleine d'argent, et Robert Mitchum est au sol, donc voilà, c'est fini, d'une certaine façon, la figure de terreur est à terre, et du coup l'enfant se met à le frapper. Il y avait une scène comme ça. Oui, c'est très beau de voir comment il se débarrasse de cette fascination. Exactement. Il ne sait pas s'il aime si c'est un père terrible ou si c'est un père aimant, et tout d'un coup c'est plus un père du tout. Il s'en débarrasse. Il chute, il choit, et puis alors, il peut le taper. C'est ça, le théâtre, le cinéma aussi, à travers la nuit du chasseur, le théâtre permet ça magnifiquement.